Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans ce podcast, nous allons poursuivre notre conversation autour du roman de Kawther Adimi, Les Petits de décembre. Kawther Adimi, je le rappelle, c'est une auteure algérienne qui vit en France, mais qui publie en Algérie et en France. Son roman a été publié en 2019 et il évoque la révolte de 3 enfants. Au départ, ce sont 3 enfants qui luttent pour qu'on leur laisse le droit de jouer sur un terrain vague qu'ils utilisaient comme terrain de football. Alors, c'est amusant de constater que la révolution, j'ai envie de dire la révolution arabo-algérienne, elle se passe dans ce quartier de la ville d'Alger. Et ce mouvement de contestation, il est porté par les médias, comme le fut du reste la révolution arabe, mais ce qui est surprenant pour nous qui sommes nés au XXe siècle, c'est que ce sont Twitter, Facebook et compagnie qui permettent à ces enfants et leurs révoltes d'être popularisés. Et par là même, j'allais dire, portés par toute une population. Alors Nicolas, la littérature dans tout ça ? Bien, la littérature, elle illustre ces pouvoirs que tu évoques de l'image à travers donc un récit qui fait écho évidemment à ces événements spectaculaires qu'on a appelés les révolutions arabes, bon, avec toute la particularité évidemment du contexte algérien, mais évidemment tout cela est repris dans un mode mineur. C'est une révolte d'enfants sur un petit coin tout petit d'Algérie, donc c'est très localisé autour d'un terrain vague, donc on est ici dans quelque chose qui est à la fois, je dirais, un conte et effectivement un roman qui fait écho à la réalité du temps, donc une sorte d'entre-deux qui est assez plaisant, et où on voit que l'image, effectivement, avec les médias, les réseaux sociaux, joue son rôle de contre-pouvoir dans un régime qui pourtant est très corseté, militarisé, où on pense d'ailleurs que la population est cadenassée. On va souvent voir dans le roman évoquer les méthodes que les militaires et les autorités pratiquent pour contrôler la population. Et là, ce sont des enfants, ça ne se contrôle pas aussi facilement, et il y a ces images, ces photos, ces vidéos qui sont prises d'eux, et qui font qu'ils ne peuvent plus tout à fait agir incognito, dans l'ombre. Donc il y a une mise en lumière de pratiques qui sont connues mais acceptées, et là tout à coup, les enfants, eux, ne les acceptent pas, s'indignent face à elles et les mettent en lumière à travers ces effets, à travers cette mise en image qui permet leur diffusion sur les réseaux sociaux. À cette image, on peut rajouter un autre élément que je trouve intéressant, c'est que c'est non seulement des images qui montrent, mais ce sont aussi des images qui ridiculisent. Donc le poids du ridicule, du comique, qui dégonfle les baudruches des beaux militaires avec leurs uniformes et leur prestige, et bien tout ça vole en éclats. On voit même donc des militaires être obligés de sortir leur arme à feu pour éventuellement menacer, voire tirer sur des enfants. Donc autant d'images qui sont choquantes et qui sapent les fondements de leur autorité, de leur pouvoir. À côté de ça, donc, il y a également la Moudjahida qui, elle aussi, jouit d'un certain bénéfice d'image. Elle est une ancienne combattante du FLN, elle a lutté contre l'occupation française pendant la guerre d'Algérie, elle s'est aussi engagée contre la montée de l'islamisme pendant les années de plomb, et elle prend le parti des enfants. Donc elle apporte, elle aussi, tout ce qu'il y a de positif dans son image derrière leur cause. Donc les militaires se retrouvent face à des enfants de 10 ans qui sont d'une certaine façon inattaquables parce que tous leurs faits et gestes sont filmés, parce que ce sont des enfants et que comment est-ce qu'on s'en prend à des enfants, et ils ont en plus une figure, une célébrité, Adila, la Moudjahida, face à eux.
Oui. Alors cette femme en plein milieu du roman, il y a son récit sous forme de journal intime. Et moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ce document. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses de ce format comme ça, qui fait irruption au plein milieu du roman. Alors effectivement, ça donne une autre dimension au récit. Hein. J'avais parlé tout à l'heure de ce conte avec ces enfants qui se révoltent contre les adultes. Mais bon, on ne peut pas non plus écrire sur l'Algérie sans faire des liens avec son histoire, et le personnage d'Adila est là pour ça. Ça permet de donner aussi un aspect un peu plus composite, un peu plus hétéroclite au roman, en incluant dans le conte des pages, d'ailleurs signalées par des italiques, des pages de journal intime qui sont un témoignage, ou qui se présente comme un témoignage d'une femme qui a eu un rôle dans l'histoire et qui tient, alors qu'elle est vieillissante, qu'elle voit sa fin s'approcher, elle tient à témoigner de ce qu'elle a fait, de laisser une trace de son engagement pour que tout cela ne sombre pas dans l'oubli et n'ait pas été complètement vain. Donc elle est une figure héroïque de cette histoire, une histoire à laquelle elle nous donne accès à nous, lecteurs, qui ne sommes pas algériens et qui ne connaissons peut-être pas ce pays, son histoire, avec ses détails. Donc c'est une sorte de propédeutique à l'univers culturel qui est le sien. Donc ça, c'est quand même... On peut attendre ça, effectivement, d'un roman, de nous faire pénétrer dans un monde que nous ne connaissons pas. C'est un des plaisirs de la lecture. Alors moi, j'aimerais ajouter quelque chose. Moi, je trouve qu'elle nous fait comprendre une chose qui n'est pas forcément simple à comprendre. C'est que Adila, elle a lutté contre les colons français. Ça, c'est clair, tout le monde peut le comprendre. Mais ensuite, quand les islamistes sont arrivés, elle a aussi fait quelque chose, mais elle s'interroge, est-ce qu'elle en a fait suffisamment ? Et là, je crois que les lectrices et les lecteurs comprennent que comment se fait-il qu'on ait pu laisser de la sorte le terrain aux islamistes ? Oui, ça reste effectivement une question. Alors, quand je disais que c'est un témoignage, il faut bien avoir conscience que ça reste un personnage fictif. Donc en fait, elle est plus la voix d'une certaine génération qui s'interroge sur sa responsabilité vis-à-vis des événements qui ont eu lieu. Et d'ailleurs, les autres... nous sommes face à un roman qui nous parle des générations et on voit se positionner plusieurs générations différentes. Il y a les enfants donc, qui ont une espèce de révolte spontanée, il y a Adila qui a eu son engagement lors de la guerre d'Algérie, mais qui effectivement ensuite... peut-être naturellement, à chercher un peu de tranquillité et ne s'est pas engagée autant qu'elle aurait dû ou voulu face à la montée de l'islamisme. Il y a aussi toutes les interrogations de sa génération en se disant on s'est battu pour avoir la démocratie, et puis quand la démocratie on l'a, eh bien les urnes portent à la majorité un parti islamiste qui veut faire de l'Algérie un double de l'Iran. Donc, du coup, est-ce qu'on veut vraiment de cette démocratie-là ? Du coup, c'est une génération un petit peu prise dans ses contradictions. Et il y a cette autre génération avec Mohamed, qui est l'un des parents de ces enfants révoltés, qui lui-même forme un parti politique, mais qui est dans une espèce de négociation, de compromis avec le système actuel, qui là aussi montre une autre attitude face au régime. On essaye de se révolter, mais sans rien casser. Voilà. Surtout, il ne faut pas qu'il y ait de porcelaine qui soit cassée. Et d'ailleurs, à un moment, il est invité par les deux généraux qui veulent son aide pour régler l'affaire de leur terrain. Il ne nous cache pas qu'il est tout à fait émoustillé à l'idée d'être invité chez ces généraux. Alors, nous en parlions. Tu disais, Nicolas, que en fait, il y a une génération, la génération des enfants, ceux qui sont sur le terrain de foot, qui font
une chose que leurs aînés, leurs parents, leurs grands-parents n'ont jamais osé faire. Et ça, je trouve que c'est une idée intéressante. Parce que plus que le fait qu'ils enfreignent des règles, il y a le fait qu'ils enfreignent les interdits qu'eux-mêmes se sont donnés. Oui, alors disons que on pourrait voir dans ce roman une sorte de fable sur les manières de s'opposer au pouvoir. Une fable, alors j'utilise ce mot qui indique, là encore, un mode mineur. Ce n'est pas le roman à thèse, le roman engagé, mais tout de même, le système des personnages, puisque c'est quand même lui qui est l'armature du livre, nous montre effectivement une génération d'enfants qui se révoltent spontanément pour quelque chose qu'ils croient instinctivement être leur droit, et on va voir qu'ils ne pensent pas de manière individuelle. Ils représentent une valeur qui est le collectif. Hein. Ce terrain, c'est un terrain de foot pour eux, c'est-à-dire un terrain qui est dédié à un jeu collectif. C'est un terrain qui doit servir à tous, c'est ce qu'on appelle donc un bien commun, et ça ne doit pas finir dans les poches d'un propriétaire privé, militaire qui plus est, et qui l'aura eu au prix d'un certain nombre de manigances. Donc eux représentent vraiment une sorte de valeur du collectif, du bien public. Et d'ailleurs, Kouater Adimi, dans une interview, disait cette chose que j'avais trouvée très intéressante, c'est que justement se réapproprier les territoires publics, c'est un enjeu de l'Algérien. Après des années de terrorisme où on craignait de sortir dans la rue, eh bien là, on est dans une période où on va se réapproprier cet espace public. Et c'est effectivement quelque chose qui est important. Et à côté de ça, on a donc la génération des parents qui, eux, sont davantage dans une forme d'individualisme. Hein, Mohamed, quelque part, il veut porter une opposition, mais il veut qu'on se souvienne de lui, il veut que ce soit lui qui compte, alors que les enfants n'ont pas ces questions d'ego. Mais en revanche, Mohamed, lui, lorsqu'on le flatte et lorsqu'on l'invite chez les généraux pour discuter, pour prendre le thé, il se sent très, très flatté, il est très sensible tout à coup à la fréquentation de ces milieux d'élite. Donc on a l'impression que cette génération là est trop engluée dans l'individualisme, dans aussi une espèce de compromis. C'est pas une vraie opposition, il a attendu d'être à la retraite pour créer son parti d'opposition. Il prend aucun risque. C'est ça. C'est des intentions, mais finalement peu d'action et beaucoup d'amertume, parce que en fait, quand il voit ses enfants se révolter, il ne les soutient pas vraiment, Mohamed. D'abord, il dit qu'il a peur pour eux, bien entendu, que son fils met en péril son avenir, mais son avenir dans un système où effectivement tout passe par cooptation. Mais surtout, il se dit que les enfants sont en train de faire ce que lui et sa génération n'ont jamais eu le cran de réaliser. Du coup, ça relègue sa propre génération dans une sorte d'intermédiaire d'entre-deux. Avant eux, il y a eu les engagés militants du FLN pour la libération de l'Algérie. Et puis après eux, il va y avoir leurs enfants qui sont effectivement prêts à occuper tout un terrain contre des généraux. Et qui gagnent leur bataille grâce à Facebook. Voilà. Et eux, entre les deux, ils n'ont pas fait grand-chose. C'est ça. Alors moi, je persiste sur un point, c'est que il me semble qu'on ne comprend vraiment la latitude, la portée et l'enjeu de ce roman que si l'on connaît suffisamment le contexte, parce que sinon, on risque d'avoir une image biaisée de cette société algérienne des années 2000, enfin fin des années 2000 jusqu'à nos jours, et j'ai le sentiment que c'est un point de vue qui concerne de nombreux textes francophones. Alors, la littérature, cette littérature qui est basée sur des anecdotes ou des faits historiques, des faits avérés, serait-elle condamnée à être un avatar de l'histoire ? Alors c'est le problème de cette littérature qu'on dit francophone. On a tendance à aller y chercher une sorte de dépaysement, un accès à des pays inconnus, mais qui de ce fait limitent le lectorat de ces livres, comme s'ils étaient en manque
d'universalité. Eh bien, avec les Petites Décembres, je pense qu'on peut s'inscrire en faux par rapport à cela. D'abord, le livre a été traduit dans de très nombreuses langues jusqu'au Japon. C'est donc qu'il y a quelque chose d'universel dans ce livre. Et finalement, c'est comment ce petit conflit sur un terrain vague algérien peut-il trouver une résonance dans autant de pays? Eh bien, c'est évidemment parce que c'est le conflit des générations, c'est la marche d'une certaine histoire où l'on va voir les générations vieillissantes s'opposer aux générations nouvelles. Alors on pourrait voir la fin de l'histoire, je crois que ce n'est pas trop divulgaché, c'est qu'à un moment, les pompiers arrivent sur le terrain et inondent le terrain. Alors est-ce qu'on peut voir cette allégorie de l'inondation comme un feu de révolte qui serait éteint par les pouvoirs publics? Oui et non. Alors c'est évidemment une métaphore des manigances des autorités pour éteindre ou essayer d'éteindre ce feu de la révolte. Et ce qui est très drôle évidemment dans le roman, c'est que nous n'avons pas seulement le point de vue des enfants ou de la Moudjahida, mais nous avons aussi le point de vue des généraux qui, eux, sont persuadés de leur bon droit. Ils ont les papiers en règle qui leur attestent la propriété du terrain. C'est à eux. Donc en fait, au début, ils ne comprennent même pas le problème. Et quand le problème se pose, ils ont leur vieux réflexe, ils vont voir le chef des autorités et ils lui demandent de prendre des mesures. Sauf que, quelles mesures peut-on prendre contre des enfants de 10 ans, hein? Le discréditer pour son passé politique, c'est un peu dur. L'espionner pour vérifier s'il n'a pas des activités douteuses, bon, là aussi, ça va pas marcher. Donc, ce qui est très drôle, c'est qu'il fait un peu la liste de tous les procédés habituels pour contrôler la population, pour discréditer un opposant, et tous ces procédés ne marchent pas contre des enfants. Donc, il y a tout un moment du livre où ils savent pas très bien quoi faire. Ils essaient de faire pression évidemment sur les parents, mais les enfants sont très très indépendants et laissent leurs parents de côté. Au final, ils trouvent cette solution de déclencher un incendie prétendument accidentel, de devoir l'éteindre et ainsi d'inonder le terrain, le rendant inoccupable par les enfants, tout en pouvant ensuite dire c'est un accident certainement provoqué par la négligence des enfants. Bon, donc toute la manipulation ici est assez grossière, elle fonctionne. Les enfants quittent le terrain et le terrain connaîtra le sort qui lui est réservé. Toutefois, la révolte est loin d'être éteinte et le livre se termine avec nos 3 enfants marqués de cette injustice flagrante qui, à mon avis, c'est toute l'ouverture de la fin. Ils n'en resteront pas là. Voilà, leur personnalité se construira à partir de ça. Alors, la semaine prochaine, nous allons nous consacrer à un auteur plus âgé, qui a une production littéraire très très importante. Il s'agit de Yasmina Khadra, et le roman que nous allons traiter nous plonge, alors on fait un saut en arrière ici dans notre podcast. Ce roman, il s'intitule « À quoi rêvent les loups ». Il est sorti en 1999 et il traite des années noires, les années de plomb, les années de terrorisme. Alors évidemment, c'est une toute autre plume que la petite musique de Kawther Adimi. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de votre attention. Merci Nicolas. À la semaine prochaine.